Frédéric Cloteau. Sophie Cluzel, bonjour, vous êtes avec nous en ligne. Bonjour, vous m'entendez bien ? Oui, tout va bien. Merci, merci à vous de prendre ce petit temps. On a eu le plaisir donc de vous avoir lundi en direct dans notre émission pour faire le point sur les mesures que vous preniez, notamment vis-à-vis du médico-social avec les soignants et avec les résidents. Vous nous aviez dit que cette semaine, en tant que secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, serait consacrée à l'exécution. On a vu hier une prise de parole d'Antoine Perrin, le directeur général de la FEHAP, la Fédération des établissements hospitaliers et de l'aide à la personne, qui disait que ces structures étaient aujourd'hui sous-occupées et qu'il était prêt à accueillir beaucoup plus de gens et notamment de venir en renfort aux structures d'urgence. Qu'en est-il ? Est-ce qu'il y a vraiment à la fois un manque d'un côté et puis de l'autre côté de la place ? Alors d'abord, merci à la radio Vivre FM, toujours de pouvoir faire ce point d'étape. C'est important de tenir informé parce que, comme vous le dites très justement, nos habitudes de vie, elles sont toutes bouleversées. C'est extrêmement perturbant pour tous ceux qui ont besoin de repères, et je sais que vous allez en parler tout à l'heure sur le handicap psychique. Mais je voudrais quand même saluer vraiment la capacité exceptionnelle d'adaptation de chacun. Alors oui, les choses s'organisent, et oui, nous avons énormément d'offres de services, justement, de la FEHAP, mais pas que, puisque je réunis tous les 2 jours par audioconférence l'ensemble des fédérations et des associations gestionnaires et des associations de familles pour faire le point où on en est sur les territoires, parce que ce qui importe, c'est d'être opérationnel au plus près des Français et des personnes en situation de handicap. Bien sûr que nous avons besoin de professionnels, c'est indispensable. Nous avons besoin d'avoir une continuité d'accompagnement. Et je sais qu'il y a encore des problèmes dans certains territoires parce qu'il y a eu certains établissements médico-sociaux qui ne vont pas jusqu'au domicile des personnes qui sont rentrées chez elles. Donc nous avons besoin absolument de ces soignants, de ces rééducateurs, de ces auxiliaires de vie qui peuvent aller maintenant au domicile des personnes pour rompre justement en même temps l'isolement et garantir la continuité de l'accompagnement. Sophie Cluzel, est-ce que les personnels encadrants sont suffisamment équipés ? Parce qu'on l'a vu, l'un des problèmes majeurs qui visiblement s'est installé plus durablement qu'on ne l'a pensé, c'est la mise à disposition de masques. Mais bien sûr, c'est quelque chose de récurrent qui remonte énormément. Je sais que tout le monde en fait état. On a un problème en effet d'approvisionnement qui est en cours de réglage. Tous les jours, il y a des approvisionnements. Les services à domicile sont prioritaires autant que les hôpitaux et les établissements médico-sociaux. Il en va en effet de la poursuite d'accompagnement. C'est indispensable, de la poursuite des soins. Donc nous sommes tous, le gouvernement dans son intégralité, puisque la ministre des Armées est venue à notre renfort, nous sommes tous vraiment je dirais, en exécution de pouvoir résoudre ces problèmes de logistique. Olivier Véran a parlé justement dans les colonnes du Figaro, il a expliqué tout le processus d'industrialisation, tout le processus de production, tout le processus de réquisition. Donc je tiens à rassurer que vraiment que les soignants, quels qu'ils soient, encore une fois, hospitaliers, sanitaires, médico-sociaux, services à domicile, vont être équipés, sont en cours d'équipement. Alors la deuxième question, effectivement, au-delà des problématiques de masques, c'est celle de la durée de ce confinement. On le voit, il ne faut pas se le cacher, on n'arrivera pas au bout de 15 jours à en sortir. Non, mais d'ailleurs, il y a un conseil de défense qui se tient actuellement à l'Élysée et certainement, nous allons devoir prendre certainement des décisions de prolonger ce confinement. Encore une fois, si tout le monde le respecte de façon impeccable, c'est-à-dire comme ça a été dit, on ne sort de chez soi vraiment que pour faire ses courses ou pour aller à la pharmacie, pour prendre ses médicaments, et surtout on fait les courses pour son voisin, parce que la solidarité doit jouer, surtout avec le retour à domicile des enfants et des adultes en situation de handicap. Donc il faut vraiment que nous puissions respecter intégralement ces mesures parce qu'il nous faut limiter au maximum. Alors justement, Sophie Cluzel, retour à domicile, comment ça s'est passé cette semaine ? Est-ce qu'il y a, comme vous y attendiez, comme vous l'annonciez, est-ce que tout le monde a pris conscience de ce besoin de retour à domicile ? Et est-ce que tout c'est parfaitement organisé pour assurer, encore une fois, des services qui sont indispensables pour certaines personnes qui sont en fragilité extrême ? Eh bien justement, nous sommes en situation d'alerte avec les associations gestionnaires. Encore une fois, en réunion tous les 2 jours, les agences régionales de santé font le point avec les établissements médicaux et sociaux pour qu'ils assurent cette continuité. Dans la majorité des cas, elle est assurée.
Nous avons eu des alertes, en effet, sur des établissements qui avaient fait des fermetures sèches, si je puis dire. Donc là, nous sommes alertés et nous remettons en place ces professionnels. C'est pas parce qu'un établissement ferme que les professionnels ne doivent pas travailler au plus près des besoins de chacun. Donc les services à domicile sont mobilisés, les CESAD, tous les services de soins ambulatoires sont mobilisés pour qu'il y ait cette continuité d'accompagnement. C'est compliqué, c'est infiniment compliqué pour les familles qui reviennent avec justement des problématiques de « je ne peux pas sortir parce que mon enfant nécessite trop d'attention ». C'est là où je dis solidarité maximale pour que les voisins, pour que la famille puisse alerter le voisinage, pour pouvoir sortir faire les courses pour une famille. Je voudrais rappeler 2 mesures importantes. Un parent qui s'arrête de travailler parce qu'il doit garder son enfant ou son adulte peut bénéficier des indemnités journalières. Nous avons levé la problématique de l'âge, puisque les parents d'enfants valides, c'est jusqu'à 16 ans. Pour les parents d'enfants handicapés, c'est enfants et adultes. Donc ça, c'est important à dire aux parents. Deuxièmement, nous avons aussi levé les enfants des personnels des établissements médico-sociaux, des services à domicile sont prioritaires pour faire garder leurs enfants, tout comme les personnels hospitaliers. Donc ça aussi, nous essayons de faciliter vraiment la continuité de service de ces professionnels. Est-ce que l'information circule suffisamment? Là, vous l'avez rappelé, comment une personne peut se manifester avec un enfant en situation de handicap à domicile auprès de ses voisins pour qu'elle se fasse connaître? Est-ce que ça va avoir du relais au sein des municipalités? Parce que c'est toute la difficulté aujourd'hui, c'est des personnes confinées déjà auparavant qui ne se parlaient pas. Comment est-ce qu'elles peuvent se parler aujourd'hui? Vous avez raison. C'est plus facile pour ceux qui étaient en établissements médico-sociaux parce que le relais existe avec les numéros. Là où j'appelle l'attention, et nous avons mobilisé l'union des CCAS, des centres d'action communale, pour justement qu'ils fassent attention à ces aidants qui brusquement, qui étaient très seuls déjà et qu'il nous faut accompagner encore plus. C'est cela qu'il nous faut toucher. Ce sont ces personnes ou ces adultes handicapés qui vivent seuls chez eux ou qui vivent en colocation et qui sont assez démunis justement pour l'accompagnement. Donc nous faisons feu de tout bois. C'est pour ça que je vous remercie pour me donner la parole, pour pouvoir donner cette information. Nous avons fait une foire aux questions, une FAQ qui est sur notre site où nous reprenons toutes les questions qui nous remontent tous les jours pour essayer de donner l'information maximale sur des choses très pratico-pratiques, mais là aussi, c'est la mobilisation générale, que ce soit des communes, que ce soit des départements, avec qui nous sommes en étroite collaboration, puisque je vous rappelle que la politique de solidarité, elle est copartagée avec les départements. Donc nous avons par exemple mis en place, avec l'Association des départements de France et qui est répercutée dans l'ensemble des départements, des maisons départementales de personnes handicapées, de façon plus proactive auprès des personnes, par téléphone, je dis bien, ne vous déplacez plus, les maisons sont fermées pour éviter justement que les personnes en situation de handicap fragilisées soient au contact. Donc, par contre, elles sont hyper actives. C'est pas parce qu'un établissement est fermé que derrière les gens ne travaillent pas. Elles sont hyper actives pour justement régler les problèmes, les situations d'urgence. Je voudrais dire aussi aux personnes en situation de handicap que nous prorogeons de 6 mois tous les droits qui arrivent à échéance en cette période pour qu'il n'y ait pas de rupture financière, que ce soit l'allocation adulte handicapé, les allocations enfants handicapés. Donc pas d'angoisse là-dessus. Nous sommes en train de prolonger tous les droits automatiquement avec la CAF pour pas qu'il y ait des ruptures d'accompagnement financier aussi pour les personnes. Les problèmes, des questions d'occupation, de sous-occupation de certains centres par rapport aux besoins, comment vous comptez les régler? Thierry parlait d'un problème de circulation d'informations. Pour le coup, quand 200, 300 lits qui sont capables d'accueillir des gens malades sont disponibles dans un centre médico-social, comment vous allez faire le lien avec le reste des opérations sanitaires et médicales pour essayer d'occuper intelligemment ces lits? C'est toute la task force interministérielle que nous avons, c'est les coopérations que nous avons, ce sont les conférences audio que nous avons avec les associations gestionnaires et les administrations de la santé. Nous sommes en train de repérer aussi des solutions de répit pour les adultes ou les enfants qui sont en situation de handicap, qui aujourd'hui, les familles vont certainement arriver à bout assez vite quand vous avez par exemple un autiste sévère qui a des troubles de comportement parce que toute sa prise en charge rituelle dans son établissement a cessé, eh bien il va falloir trouver des solutions de répit. Donc nous sommes en train d'organiser en plateforme locale, territoriale, repérer les solutions de répit, pouvoir identifier des solutions qui sont inexploitées aujourd'hui, comme le disait très bien Antoine Perrin. Voilà, c'est une mobilisation générale, c'est une coopération de territoire qui est en train de mettre en place. Et ça, c'est très important parce que je pense que nous sommes en train, et vous l'avez dit tout à l'heure, après la crise, nous sommes en train de travailler sur une société qui travaille différent,
elle va être autrement capable de pouvoir s'organiser autour des besoins des personnes. Et il va nous falloir capitaliser justement là-dessus, sur ces modes de fonctionnement extrêmement différents. Sophie Cluzel, justement, quand on parle d'anticipation, visiblement, quand on regarde un peu l'ensemble des stratégies qui sont prises, notamment celle des Pays-Bas, on se dit qu'il va falloir préparer la sortie de cette période de confinement qui n'est pas visiblement prête d'arriver. Mais sortie, ça veut dire que il faut y mettre des pincettes. On le voit aujourd'hui en Chine. D'après vous, c'est une réflexion qui est urgente ou pas? C'est une réflexion en fait qu'on commence déjà à avoir sur les modes d'organisation, les organisations de travail au sein des entreprises de production. Le télétravail nous questionne énormément sur la façon de travailler. Bien sûr que nous n'y sommes pas à la tâche là-dessus pour l'après, parce que nous sommes dans l'exécution et dans cette urgence sanitaire, cette crise sanitaire colossale, mais qui a des répercussions sociales et économiques. Donc on marche en même temps, si vous voulez, sur exécuter et en même temps penser à la transformation. Si on ramène sur le médico-social, on est en train vraiment de travailler sur cette transformation avec les agences régionales de santé qui autorisent justement que les agréments passent de mûr en service très rapidement. Donc on voit bien là qu'on a un levier de transformation organisationnelle sur tous les sujets. Sur les personnes âgées, ça sera pareil. Sur les activités économiques, sur le télétravail, sur les services à domicile, on est en train d'inventer aussi des nouveaux métiers. Bien sûr qu'il ne va nous falloir pas penser à l'après. Mais là, aujourd'hui, on est vraiment sur la résolution de la crise parce qu'il y a encore trop de personnes qui ont des besoins d'accompagnement, il y a encore trop de personnes âgées qui sont isolées, qu'il nous faut accompagner, trop d'aidants qui ne savent pas où trouver l'aide, justement. Donc aujourd'hui, c'est vraiment d'abord l'urgence sanitaire. Et c'est pour ça que je fais vraiment un appel aux Françaises et aux Français à travers votre antenne, c'est respecter les règles de confinement. Quand vous n'allez pas travailler, quand vous pouvez faire du télétravail, vous restez chez vous. Fini les petites sorties, privilégiez vraiment l'entraide entre voisins, allez taper à la porte, à travers la porte, demander s'il n'y a pas besoin d'aide, si vous entendez des enfants qui pleurent, si vous entendez parfois des cris ou des choses comme ça, c'est peut-être que quelqu'un qui a besoin d'avoir une soupape, d'avoir quelqu'un qui fait ses courses, quelqu'un qui va à la pharmacie pour lui. Voilà, c'est très important et partout, on voit que les Français ont un sens de la solidarité. Il y a vraiment des superbes exemples de solidarité. Là aussi, il va nous les falloir capitaliser sur ces exemples de solidarité pour porter cette France qui est en train de battre et de combattre tous ensemble cette crise sanitaire. Alors tous ensemble, oui, sûrement, mais nous avions hier un secrétaire national de la CFDT qui commençait à être sérieusement alerté par ses adhérents sur des volontés d'exercice du droit de retrait. Donc on parle beaucoup des gens qui sont exposés, les soignants et les travailleurs du médico-social, évidemment, sont aussi, eux, en première ligne. Est-ce qu'il y a chez vous des échos sur ces volontés éventuelles de ces personnels de dire nous aussi on va arrêter parce qu'on se met en danger? La réponse à ça, c'est notre réponse, c'est l'organisation de l'équipement de tous les masques de protection et des blouses. C'est pour ça que nous y sommes totalement mobilisés, parce que le droit de retrait, il faut vraiment qu'il soit en lien avec un risque potentiel. Donc c'est pour ça que je redis que les masques ne doivent aller qu'aux soignants et aux soignés et ne pas utiliser des masques mal à propos. On voit encore trop de gens dans la rue. Uniquement si on est malade. Uniquement si on est malade. Uniquement si on est malade ou si on va au domicile justement pour faire en auxiliaire de vie qui doit être en proximité pour une manipulation, pour des gestes de la vie quotidienne. Voilà, c'est ça la prévention pour les soignants et les soignés. Donc je le redis aux Français, les masques, je veux dire, si vous sortez dans la rue que vous n'avez rien, ça sert à rien de mettre un masque. Conservez-le précieusement si vous en avez un chez vous. Il faut vraiment qu'on n'utilise le masque que dans cette doctrine de protection qui est très importante parce que nos soignants, et encore une fois quand je dis soignants, c'est des professionnels vraiment du médico-social et des services à domicile et de l'hospitalier, ont besoin de ces matériels si précieux pour eux. Vous avez mis en place une foire aux questions, vous nous l'avez indiqué, on est allé la voir bien évidemment. Quel type de questions majoritairement avez-vous sur cette foire aux questions? Parce que je crois que vous l'observez quotidiennement. Et surtout, est-ce que vous répondez individuellement à toutes les questions? Pas répondre individuellement à toutes les questions, ça c'est évident, mais on les regroupe par grands types de questions, que ce soit sur le travail, que ce soit sur les gardes d'enfants, que ce soit sur les indemnités journalières, que ce soit sur des choses très pratico-pratiques. On la réactualise tous les jours, avec les remontées de terrain qu'on a,
Donc elle est réactualisée régulièrement, nous la datons, c'est pour ça que c'est important. C'est est-ce que je peux aller visiter mon enfant en structure, est-ce qu'il y a une continuité d'accompagnement, pourquoi les professionnels médico-sociaux sont maintenus en activité? Eh bien parce que justement on a besoin d'eux. Comment je vais pouvoir travailler moi et alors que j'ai un enfant à garder? Voilà, c'est au fur et à mesure que nous remontent les informations, nous la mettons à jour et nous essayons de regrouper. Mais nous ne pouvons pas répondre individuellement parce que nous sommes submergés d'appels et submergés de questionnements. Voilà, nous les regroupons au maximum. Et puis, bien sûr, les MDPH sont en alerte, les associations et établissements gestionnaires sont en alerte, les mairies sont en alerte aussi, nous leur transmettons. Donc voilà, tous les canaux de diffusion et d'information possibles sont sollicités. On parle d'état d'urgence sanitaire qui pourrait être mis en place, c'est-à-dire pour une durée de 12 jours, je crois. En clair, les pleins pouvoirs seraient donnés au gouvernement et au président pour prendre à peu près n'importe quel type de décision utile, bien évidemment. En quoi ça pourrait impacter votre travail à vous, au niveau du secrétariat d'État pour les personnes handicapées, et puis votre travail avec le médico-social? Est-ce qu'il y aurait d'autres mesures à prendre dans les jours qui viennent pour accentuer en fait la protection et des personnels et des personnes concernées? Non, je tiens à rassurer aussi les Français. Ce projet de loi, justement, il est là pour protéger les Français, pour permettre de prendre en effet des décisions d'urgence, mais en respectant la vie démocratique, puisque le projet de loi en ce moment est au Parlement pour être voté, à Assemblée nationale et Sénat. Donc tout est fait dans les règles pour justement favoriser des décisions très rapides pour répondre, des dérogations par exemple, des choses comme ça, mais tout en gardant vraiment notre protection de la liberté, notre protection des Françaises et des Français. Donc si vous voulez, ça n'apportera rien d'impossible, au contraire, ça va nous débloquer parfois certaines dérogations administratives, juridiques. Je ne parle pas du financier parce que le financier, pour l'instant, il est mis entre parenthèses. C'est ce que je redis aux établissements médico-sociaux. Ne vous inquiétez pas. Tout est pris en compte dans la compensation potentielle et tout est pris. Et on prend note de tout. Les agences régionales de santé sont bien au courant. Il y a un cahier des charges qu'on allège énormément pour pouvoir faire cette transformation. Et puis voilà. Donc, protection des Français, majoritairement résoudre cette crise sanitaire et en même temps, on engrange justement toutes les compensations économiques et financières qu'il va nous falloir travailler après. Merci Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées.